Mais c'est une technique qui a changé, qui a métamorphosé nos résultats. On a un matériau de sculpture. C'est pour ça que cette technique, elle paraît simple. C'est-à-dire quand on est chirurgien, même général, et qu'on voit un chirurgien faire cette technique, on te dit c'est facile, je peux m'y mettre tout de suite. Mais en fait, c'est pas difficile de prendre des cellules et d'injecter. Ce qui est difficile, c'est d'obtenir un bon résultat et un taux de résorption minimum. Et ça change tout. Donc il faut de l'expérience, il faut vraiment en avoir fait plein pour devenir vraiment performant dans cette technique qui paraît très simple au premier abord. Et ce que dit Isabelle, c'est très important, c'est qu'il n'est pas question d'abîmer le corps de la patiente pour reconstruire un sein. C'est-à-dire que si on reconstruit un sein et que la patiente se retrouve avec des trous partout sur le corps, on a perdu. C'est ça qui est intéressant avec l'hypofilling, c'est que c'est la patiente qui fait le planning. Si elle a envie de faire une pause de 6 mois, 1 an entre 2 injections, ça pose aucun souci, c'est elle qui choisit. Par contre, il ne faut pas rapprocher trop parce qu'il faut attendre que la graisse prenne bien et que ce soit bien revascularisé avant de pouvoir réinjecter. C'est 6 semaines, 2 mois, non ? C'est entre 2 mois et 3 mois en général, entre 2 séances. Alors quand on parle de tumorectomie, on parle pour les patientes chez qui on a juste retiré la tumeur et qu'on a laissé le sein en place. Ces patientes-là, elles sont souvent oubliées et souvent la déformation de leur sein est considérée comme une fatalité. Dans les traitements conservateurs, on n'avait rien avant pour les améliorer. Avec les lipofilling, on a la solution au problème. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Aujourd'hui, nous vous disons tout sur le lipofilling. Cet épisode est le 3e de la série sur la reconstruction mammaire. Le premier était plus général. Il est intitulé « Vous êtes perdu, nous vous accompagnons dans vos premières réflexions ». Le second était sur la reconstruction par prothèse. Et aujourd'hui, nous vous parlons de cette technique révolutionnaire dont les chirurgiens ne disposaient pas avant, le lipofilling ou le lipomodelage. On a même raconté les origines de ces techniques et c'était absolument passionnant. Ça permet d'en comprendre tous les bénéfices et bien évidemment l'absence de danger. Nous avons remis de l'ordre dans les idées reçues. Nous avons parlé du fameux taux de résorption parce que finalement c'est la question qui revient tout le temps. Benjamin et Isabelle nous expliquent tout par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne fait jamais un lipofilling pour rien et que chaque étape prépare davantage la suivante. Le lipofilling consiste donc en une liposuction et une injection. Ensuite, la liposuction était bien connue des plasticiens, mais tout l'art est l'injection. Et il faut être expérimenté pour bien la pratiquer, avec toujours cet objectif en tête. Soigner les femmes de leur cancer, évidemment, mais aussi les aider à préserver une bonne qualité de vie et les réparer, ainsi que leur image corporelle, sans abîmer davantage leur corps. Nous avons passé en revue toutes les indications du lipofilling et il y en a bien plus que je ne le pensais. Je trouve que c'est important pour nous patientes de bien comprendre tout cela afin que nous puissions poser les bonnes questions à nos plasticiens. Les corrections et les améliorations ne sont pas les seules indications. Il y a aussi le volume, la préparation de la peau, à une technique que la patiente n'aurait peut-être pas pu avoir. Donc par exemple, une prothèse au lieu d'un lambeau, mais aussi, et c'est super important d'en parler, la correction des déformations dues aux tumorectomies. N'oublions pas que c'est 70% des cancers du sein et ces femmes sont aussi concernées par la reconstruction mammaire. Il n'y avait pas de solution avant pour elles et tous les gynécologues ne sont pas spécialement formés en oncoplastie. Donc non, la déformation n'est pas une fatalité suite à une tumorectomie et il y a la solution du lipofilling pour que ces femmes puissent retrouver une symétrie. Il y a aussi le lipofilling dans le cadre de la non-reconstruction ou la reconstruction à plat afin d'améliorer le confort, de réduire parfois des douleurs ou cette sensation que tout soit serré et que les cicatrices collent. Ça permet aussi d'augmenter la mobilité du bras. Bref, une technique qui a toute sa place en chirurgie de reconstruction et qui doit être bien maîtrisée par les médecins, certes, mais aussi bien comprise par nous, patientes. Je vous souhaite une excellente écoute.
Ce podcast vous est rendu possible grâce au généreux soutien de GC Aesthetics qui accompagne les femmes depuis plus de 40 ans dans leur chirurgie mammaire en fournissant aux chirurgiens les produits et solutions qui servent notamment à les reconstruire. Bonjour Isabelle Sarfati. Bonjour Delphine. Bonjour Benjamin Sarfati. Bonjour Delphine. Bon, qu'est-ce que vous avez en commun? Le nom. Le nom, on est amis, on fait tous les deux de la reconstruction mammaire, mais on n'a pas de lien de parenté direct. Et on se connaissait pas avant d'être plasticien. C'est quand même incroyable. Il y a une confusion quand même aussi, j'imagine, chez les patientes. Hein, Un peu une clientèle croisée. Des gens qui arrivent à dire « Tiens, vous êtes une fille ?» Exactement. Ce qui nous sauve, c'est qu'on n'a pas le même sexe. Voilà. Mais sinon, les patientes, elles vont voir le docteur Sarfati et parfois, elles sont envoyées par des médecins en disant « Allons voir le docteur Sarfati ». Ah mince. Et elles ne savent pas si c'est Isabelle ou Benjamin. Mais de toute façon, l'un ou l'autre, le travail est bien fait, donc c'est pas un problème. Oh, super. Bon, Isabelle, tu as déjà parlé sur des podcasts, sur les podcasts de la série. Est-ce que tu peux juste te représenter? Puis après, Benjamin sera peut-être un peu plus long parce que c'est le premier de la série, là, maintenant. Je m'appelle Isabelle Sarfati, je suis plasticienne et cofondatrice avec Krishna Kloff de l'Institut du Sein et l'unité de reconstruction Restitute. Bonjour, déjà merci pour l'invitation. Donc je me présente, je suis le docteur Benjamin Sarfati, je suis chirurgien plasticien oncologue. C'est un peu particulier parce qu'en fait j'ai fait ma formation à Gustave Roussy, qui est un centre de lutte anti-cancer. Je suis d'ailleurs encore praticien à temps partiel là-bas. Et dans mon activité, je fais 50% de reconstruction mammaire après les cancers et 50% de chirurgie esthétique de la poitrine. Mais je suis exclusivement spécialisé en chirurgie du sein. Je suis membre de l'Institut du Sein Henri Hartmann et cofondateur du Centre de chirurgie de la femme. Ok, super. Alors aujourd'hui, un sujet quand même qui concerne, on va dire presque la quasi-totalité des femmes qui ont eu un cancer du sein et une chirurgie. Enfin, quasi-totalité, presque, hein. Quand même très nombreuses, ou du moins à se poser la question, on va dire. On va parler du lipofilling ou lipomodelage. Il y a beaucoup de bruit, de mésinformation, de questionnements par rapport au lipofilling, de déception aussi. Alors on va mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Vous allez rassurer les patientes. Et on va commencer par une définition en fait du lipofilling ou le lipomodelage. Le lipofilling est une auto-greffe de graisse. Ça signifie qu'on prélève de la graisse quelque part et qu'on va la greffer autre part, en l'occurrence dans les seins. Et comme ce sont des cellules qui appartiennent à la même personne, eh ben, elles prennent là où elles sont greffées. Donc c'est un transfert de graisse. On va la prélever là où il y en a trop ou là où on peut en trouver. Et on va la greffer là où on a besoin de cette graisse, soit pour faire du volume, soit pour lisser la peau, soit pour corriger la forme d'une reconstruction et améliorer une reconstruction avec une autre technique, soit parfois pour faire une reconstruction exclusivement avec du lipofilling. Alors c'est très simple, déjà il faut savoir que le lipofilling, il a complètement révolutionné la reconstruction mammaire. Avant, on avait juste les lambeaux ou les prothèses et on n'avait rien pour corriger les petites imperfections. Les manques de volume, les petits plis, cacher la prothèse. Oui. Et vraiment, c'est à transformer toutes ces indications. Et aujourd'hui, on le propose quasi systématiquement. Mais ça reste facultatif. La patiente a le choix de le faire ou pas en complément d'une reconstruction. Comment ça fonctionne? Donc en fait, quand la graisse est prélevée, donc ce sont des cellules graisseuses qu'on appelle adipocytes, on les prélève par liposuction et on va les réinjecter à l'endroit que l'on souhaite. Donc sur le sein, autour de la prothèse, dans le muscle. Et en fait, ces cellules graisseuses... Tu dis dans le muscle, je te... Dans le muscle pectoral. Ok, d'accord. Okay. Par exemple, oui, qui est un tissu receveur qui est de très bonne qualité parce que il est très bien vascularisé. Et en fait, une fois que les cellules sont à l'intérieur, elles sont dévascularisées. Il va falloir qu'elles se revascularisent pour rester en vie. Et comment ça fonctionne? En fait, c'est grâce au tissu environnant. Grâce au tissu environnant, les vaisseaux vont pouvoir apporter les nutriments aux cellules graisseuses et donc ils vont pouvoir rester en vie. C'est pour ça aussi qu'on a un taux de résorption en fonction de la qualité de la technique et la qualité de la graisse qui est variable en fonction des patients et en fonction du tissu receveur, c'est-à-dire l'endroit où on les injecte. Et la qualité de la graisse, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Il y a des endroits où la graisse est quoi? Il y a des endroits où la graisse est de moins bonne qualité, de meilleure qualité. On a vu des études qui montrent que la graisse qui est prélevée autour du sein, par exemple au niveau de l'abdomen, dans le dos, est de meilleure qualité que celle au niveau des jambes. Okay. Mais en fait, c'est surtout propre à chaque patiente. D'accord. Et aussi propre au chirurgien, parce que si le chirurgien, par exemple, injecte trop de graisse au même endroit, les cellules vont pouvoir vivre en périphérie. Par contre, au milieu,
les vaisseaux vont pas pouvoir atteindre cette zone, et donc il y a des risques de nécrose, ce qu'on appelle la cytostéatonécrose. On en parlera après. Ok. Il faut comprendre qu'une cellule, quand elle est prélevée quelque part, il faut qu'elle reçoive du sang assez rapidement. C'est-à-dire que toute cellule qui n'a pas été revascularisée en quelques heures va avoir du mal à survivre. Et le but de l'hypofilling, c'est d'espacer suffisamment les petites travées de graisse que nous allons mettre pour qu'il y ait du tissu sain au milieu Autour, oui. qui revascularise rapidement la cellule. En gros, si on fait une grosse boule de graisse, la périphérie va prendre et pas le centre. Donc, le but, c'est de truffer et de saturer le sein sans dépasser un certain niveau de saturation pour que le maximum de cellules injectées soit vascularisé rapidement. C'est pour ça que cette technique, elle paraît simple. C'est-à-dire quand on est chirurgien, même général, et qu'on voit un chirurgien faire cette technique, on te dit c'est facile, je peux m'y mettre tout de suite. Mais en fait, c'est pas difficile de prendre des cellules et de l'injecter. Ce qui est difficile, c'est d'obtenir un bon résultat et un taux de résorption minimum. Et ça change tout. Donc il faut de l'expérience, il faut vraiment en avoir fait plein pour devenir vraiment performant dans cette technique qui paraît très simple au premier abord. Donc c'était un peu ma question. Donc en fait, parce que quand on voit quand même sur les réseaux, bon, je prends toujours les réseaux, le groupe de soutien que je gère de 4300 femmes, il y a tellement de déceptions, c'est peut-être aussi des chirurgiens qui ne maîtrisent peut-être pas parfaitement la technique parce qu'il y a un taux de résorption. Quel est le taux moyen de résorption déjà ? Alors, il faut comprendre que si on greffe sans cesser, si on prélève et qu'on prépare sans cesser de graisse... Donc en fait, quand tu prélèves, après, il y a toute cette... Comment est-ce que ça s'appelle, la centrifugeuse ou je sais pas comment... Alors, il y a différentes techniques, tout le monde ne centrifuge pas, mais globalement, à partir du prélèvement, Oui. on va dissocier des phases d'une façon ou d'une autre et on va supprimer tout ce qui est... le produit qu'on a injecté Bien pour sûr. que ça saigne pas lors de la liposuction, un peu de sang, un peu d'huile, et on veut récupérer des cellules graisseuses. Mais même quand on a identifié ces cellules graisseuses, schématiquement, si je prélève sans cesser de cellules, en fait, je crois que j'ai sans cesser, mais j'en ai 90. Sur les 90, il y en a 70 qui vont prendre. Quand la patiente va se réveiller, elle a les sans cesser, parce que le liquide qu'il y a autour, il n'a pas été éliminé. Les 20 cc qui vont être éliminés, ils n'ont pas encore été éliminés. Et puis, elle a de l'œdème. Donc, elle se réveille, elle a un résultat comme si on avait injecté 120 cc. Elle va perdre les 20 cc d'œdème, les 10 cc qui n'étaient pas de la graisse, les 20 cc de graisse qui ne vont pas prendre, et elle va se retrouver avec 70 cc. Mais nous, on le sait avant, quand on injecte ça. Donc, il n'y a pas de surprise. Il faut juste prévenir la patiente de la surévaluation du résultat le lendemain de l'intervention et de ce qui va arriver. Mais ce qui va arriver, c'est prévisible. On sait où on va arriver. Est-ce que parfois on perd beaucoup plus ? Alors, c'est important de dire que, finalement, il n'y a pas de lipofilling pour rien. Quand on injecte de la graisse, même si la patiente a parfois l'impression qu'il ne reste pas grand-chose, il reste quelque chose. Quand on injecte de la graisse, on injecte des cellules souches, des adipocytes, des facteurs de croissance qui vont améliorer les tissus autour de la prothèse ou au niveau du sein. Et en fait, cette amélioration va permettre, lors de la prochaine séance, d'avoir une meilleure prise de graisse. Donc, même si la patiente a l'impression parfois qu'il ne reste plus grand-chose, on a préparé le terrain pour la prochaine injection. En général, les résorptions, on évalue entre 10 et 40% de résorption en fonction des patientes. Ça va dépendre de la technique, ça dépend de la qualité des tissus et des qualités de la graisse. Mais il n'y a pas de lipofilling pour rien. Oui, donc de toute façon, on nourrit cette peau, quoi. 40%, ça fait quand même beaucoup, hein. Mais ça fait beaucoup. C'est ça peut-être la déception en fait des patientes, quoi. Reste 60. Et ces 60 permettront d'injecter beaucoup plus la prochaine fois. Mais c'est une technique qui a changé, qui a métamorphosé nos résultats. On a un matériau de sculpture. Oui, on a quelque chose qu'on peut déposer comme on veut, à l'endroit où on veut, où on peut corriger les formes. Enfin, nous, vous le voyez de manière instantanée au bloc, en fait. Vous mettez vraiment instantané. Ouais. Et c'est important aussi, c'est que ça, pour ces peaux qui ont été irradiées, qui sont parfois très très abîmées, avec des vaisseaux qui ont éclaté, des peaux très dures, quand on associe l'injection de graisse avec ce qu'on appelle aujourd'hui les rigotomies. Les rigotomies, c'est qu'en fait, on va décrocher avec une petite aiguille les tissus. Quand on associe ce décrochage des tissus plus de la graisse, on a des patientes qui avaient des seins qui étaient collés, fixés à la paroi thoracique,
qui sont maintenant beaucoup plus mobiles, et même si le volume n'est pas important, en termes de confort, de douleur, ça change toute la vie. Et d'ailleurs, le lipofilling, aujourd'hui, a transformé les indications. Il y a des patientes, par exemple, qui viennent en consultation, qui ont des peaux très collées, fixées au thorax, très fines, on voit les côtes. Et ces patientes-là, il y a quelques années, on leur a proposé un lambeau systématiquement, comme le grand dorsal, par exemple. Aujourd'hui, on a des préparations de la paroi au lipofilling, associées à ces rigotomies qui vont décrocher les tissus, qui vont permettre d'épaissir la peau, d'améliorer la qualité, d'avoir une meilleure souplesse et de pouvoir mettre une prothèse. Donc on transforme ces indications de lambeaux pour toutes les patientes à maintenant possibilité de mettre des prothèses. Et ça a transformé la qualité de vie des patientes. Et donc quelque part, cette technique peut remplacer l'expandeur en fait. C'est plus compliqué que ça. Les techniques, elles ne se remplacent pas les unes les autres. Elles prennent une partie de l'indication de l'expandeur, mais chaque technique peut apporter quelque chose. On a un arsenal, et plus notre arsenal thérapeutique est large, et plus on va dire ça va servir à ça, et ça va servir à ça. Ce que je voudrais dire à propos du lipofilling, c'est que c'est une technique assez simple. Elle existe depuis quand en reconstruction mammaire? Une vingtaine d'années. 15-20 ans. 15-20 ans. Parce que le lipofilling a été difficile à introduire. Il a fallu qu'on fasse la preuve de l'innocuité des lipofillings. La question qui s'est posée avec les lipofillings, c'est est-ce que le lipofilling favoriserait une récidive de cancer? Oui, intéressant, et est-ce que le lipofilling gênerait la surveillance de quelqu'un qui a été opéré, ce qui sont deux problèmes différents. Il a fallu 10 ans pour faire cette preuve. Il a fallu 10 ans et du recul et des études un peu compliquées à faire, un peu techniquement difficiles, pour avoir le recul nécessaire pour dire à 10 ans, si on fait une population de patientes qui a eu des lipofillings et qu'on compare à des patientes équivalentes, on appelle ça des patientes qui sont appariées, donc qui sont équivalentes, pour montrer qu'il n'y a pas plus de récidive quand il y a un lipofilling et qu'on peut surveiller une patiente de la même manière. C'est pour ça que le lipofilling, qui est né il y a une vingtaine d'années, a mis au moins 10 ans à balbutier, parce que en reconstruction, on répare, mais on n'a pas le droit de prendre de risques par rapport au cancer. Oui. Ça, c'est très important. Vraiment, aucune étude n'a montré de problème dans la surveillance. Le problème qu'on a eu au début, c'est que ça crée de nouvelles images au niveau de la mammographie. Des images qu'on ne connaissait pas parce qu'avant, on n'injectait pas de graisse dans le sein. Donc, pour les radiologues qui n'étaient pas entraînés, ça les inquiétait beaucoup. Des petites boules des comme petites ça. Boules, des kystes huileux, oui. des microcalcifications, des Oui. macrocalcifications. Oui. Mais aujourd'hui, ces images sont parfaitement connues et les radiologues sont parfaitement entraînés. Okay. Donc aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on appelle de modification de la classification du risque en radiologie suite à un lipofilling. Et si de toute façon on a le moindre doute, on fait une biopsie. Et je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire, comme est-ce que le lipofilling remplace l'expandeur? Tu disais justement pour ces patients chez qui il n'y a pas la place de mettre prothèse. Moi c'était tellement serré, donc je suis passée par l'expandeur. Mais on ne m'a pas proposé de mettre du lipofilling avant. En fait, avant. ce qui se passe, c'est que l'expandeur, on va pouvoir l'utiliser même après le lipofilling. Mais parfois, une peau irradiée peut même pas être expansée avec un expandeur parce qu'elle est trop rigide. Et expandre une peau irradiée, c'est très compliqué. Par contre, expandre une peau irradiée qui a été lipofilée avant, ça change la donne. Ouais. Donc, on utilise les deux. Ce que disait Isabelle, c'est que on combine le lipofilling avec les autres techniques et ça nous permet d'avoir accès à des techniques qui n'étaient pas possibles avant, sans. Il faut comprendre aussi sur les lipofillings que la technique paraît extrêmement simple, et elle l'est, mais elle est particulièrement difficile à enseigner parce qu'on est à l'aveugle. Normalement, une technique chirurgicale, on est soit ouvert, oui. Ça signifie que des spectateurs qui viennent apprendre, ils voient ce qu'on fait, soit en endoscopie, donc on peut suivre sur un écran, Benjamin est un spécialiste de la mastectomie avec un robot, mais il y a un écran, il peut enseigner cette technique à d'autres. Le lipofilling et la liposuction et le lipofilling, on voit pas. On est à l'intérieur et c'est la sensation. C'est la sensation, l'idée d'être très régulier. Mais enseigner une liposuction ou enseigner un lipofilling, c'est à la fois bête parce qu'on voit bien que le geste, il est idiot, il n'est pas agressif, etc. Et très difficile de dire à quelqu'un, voilà, là, je suis à telle distance de la peau, je suis extrêmement régulière, mais je peux pas lui montrer, il voit pas.
Mais c'est vraiment la capacité des chirurgiens esthétiques, on est bien d'accord quand même. Hein. C'est vrai que nous, en tant que chirurgien plasticien, on était formés à la liposuction. Donc, on était formés à prélever de la graisse sans faire de séquelles, sans faire de trous. Oui, donc ça, c'est la même idée, quoi. Exactement. Oui. Mais déjà dans le prélèvement. Mais l'injection de graisse, c'est comme le dit Isabelle, c'est une nouvelle technique. Donc, on n'a pas été formé au départ sur cette technique. Et puis surtout, elle était complètement différente de ce qu'on faisait il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a même ce qu'on appelle le nano-fat grafting. C'est des injections de microcellules de graisse avec des facteurs de croissance, juste injectés très superficiels en sous-cutané, uniquement pour améliorer la qualité de la peau. Donc, c'est une technique en plein essor. La graisse, aujourd'hui, on l'injecte partout. Il y a des indications en neurologie, il y a des actions pour faire repousser des cheveux, on en met vraiment partout parce que c'est révolutionnaire. Mais ça s'apprend, entre guillemets, au bloc opératoire. Et souvent, quand on démarre l'hypofilling, au départ, chez les premières patientes, on a tendance à en injecter pas assez. Elles sont déçues. Donc, les patientes suivantes, on injecte trop. On a des complications. Et c'est ensuite consommé de la bonne moyenne et qu'avec l'expérience, on obtient de bons résultats. D'autre part, on a appris à faire des liposuctions sur des personnes qui avaient besoin d'une liposuction. Or, en lipofilling, on fait parfois ce qu'on appelle du vol de graisse. C'est-à-dire qu'on prend une patiente qui n'a pas besoin d'une liposuction, qui est mince, et on va aller essayer de se procurer de la graisse sans abîmer nulle part. Mais je prends 3 grammes sur les hanches, 3 grammes sur le ventre, on la retourne dans tous les sens pour prendre sur les cuisses, etc., pour être extrêmement diffus. Donc, chaque fois qu'il y a une indication dans n'importe quel domaine sur une technique, ça modifie les choses et ça oblige à un nouvel apprentissage. Et ce que dit Isabelle, c'est très important, c'est qu'il n'est pas question d'abîmer le corps de la patiente pour reconstruire un sein. C'est-à-dire que si on reconstruit un sein et que la patiente se retrouve avec des trous partout sur le corps, on a perdu. C'est pour ça qu'il y a des patientes parfois qui viennent en consultation qui veulent une reconstruction par lipofilling seule, donc uniquement de la graisse. Même si on a la quantité de graisse suffisante chez la patiente, si on le fait, on va complètement abîmer son corps. Et dans ce cas-là, on refuse. Mais attends, parce que c'est des tout petits trous qui sont pas non plus... Alors, c'est pas le trou, effectivement, pour introduire la canule pour les liposuctions, elle fait 3 mm. Oui. Mais c'est pas ça qui crée le trou. Ce qui crée le trou, c'est quand on prend trop de graisse à un endroit. Donc, en général, le trou, la déformation, elle est à distance du point d'entrée de la canule, parce que dans cette zone-là, il y a eu des rétractations, parce que dans cette zone-là, il y a eu trop de graisse qui a été prélevée, et c'est des trous qui sont quasi impossibles à corriger, même avec le massage. Donc, il faut faire très attention et avoir vraiment cette expertise et avoir en tête OK, je prends de la graisse, mais mon objectif premier, c'est de ne pas abîmer le corps au profit du sein. Ok, ouais, ça je sais de quoi on parle et c'est vrai que parfois on se dit est-ce que ça vaut la peine d'aller faire encore autant de cicatrices, autant d'être abîmé pour reconstruire des seins, quoi. Il y a vraiment un juste milieu. Alors l'élégance du lipofilling, c'est qu'il n'y a pas de cicatrices. Oui, c'est ça, c'est vraiment c'est ponctiforme, etc. Mais c'est très... faut avoir un peu un ordinateur dans la tête. C'est-à-dire, on est en 3 dimensions, on ne voit pas ce qu'on fait, on doit être diffus. Je pense que à l'avenir, l'intelligence artificielle et les ordinateurs vont probablement nous permettre de faire des prélèvements qui sont assistés par un ordinateur extrêmement homogène, extrêmement diffus. Donc, si vous avez fait un premier lipofilling chez une patiente, le deuxième, vous allez passer au même endroit ou vous devez vraiment connaître votre patiente. Justement, en fait, ce qui est très important, et c'est ce qui arrive avec l'expérience, c'est quand on voit la patiente en sous-vêtements dans le cabinet, c'est d'avoir un plan de traitement d'emblée. Savoir exactement s'il y a 3 séances de prévues, où est-ce que je vais prendre, où est-ce que je vais aller, comment je vais faire. Et ça, c'est hyper important parce que si on prend trop de graisse, et ça peut arriver, si on prend trop de graisse à un endroit et que finalement la zone où on doit injecter est saturée, cette graisse va être jetée. Parce qu'on ne peut pas la conserver. Alors aujourd'hui, il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place de congélation de la graisse, on pourra en parler plus tard. J'ai entendu ça, oui. Qui va être une révolution. Mais aujourd'hui, il faut vraiment, quand on voit la patiente, savoir exactement à l'avance sur les 3 séances qui sont espacées en général entre 2 et 3 mois minimum. Mais on peut aussi espacer 6 mois, 1 an, il n'y a pas de perte de chance. C'est ça qui est intéressant avec l'hypofilling, c'est que c'est la patiente qui fait le planning. Si elle a envie de faire une pause de 6 mois, 1 an entre 2 injections, ça pose aucun souci, c'est elle qui choisit. Par contre, il ne faut pas rapprocher trop parce qu'il faut attendre que la graisse prenne bien et que ce soit bien revascularisé avant de pouvoir réinjecter. 6 semaines, 2 mois, non ? C'est entre 2 mois et 3 mois en général, entre 2 séances. Je suis d'accord avec toi. Entre 2 et 3 mois. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est vous avez super bien expliqué, c'est qu'on donne un peu les détails pour que la patiente comprenne éventuellement tous les objectifs, donc les petites vagues au-dessus, enfin que vous décriviez un petit peu le sein. Aussi,
On entend certains médecins qui disent « Allez, il faut prendre 5-10 kilos ». Qu'est-ce que vous en pensez ? On a la même réponse de toute façon, donc Ouais. Bon, ça par contre typiquement, les patientes, c'est une question qu'on en pose souvent. Attendez docteur, j'ai pas assez de graisse, je vais prendre 10 kilos. Très bien, prenez les 10 kilos. Sauf qu'une fois que vous allez retourner à votre poids de forme, la graisse qui va être injectée va disparaître. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec le lipofilling, c'est que les cellules, une fois qu'elles sont greffées au niveau du sein, elles vont évoluer en même temps que la patiente. Si la patiente prend du poids, elles vont se multiplier aussi. Donc prendre du poids, 5-10 kilos juste pour l'intervention, et après on sait très bien qu'on va les reperdre, ça n'a pas de sens. Dans le meilleur des cas, on va les perdre, parce que le plus mauvais des cas, c'est qu'on prend 5-10 kilos et on finit avec 5-10 kilos qu'on n'arrive pas à reperdre en ayant abîmé la silhouette générale. Ça n'a pas de sens. Moi, je crois qu'il faut opérer les patientes à leur poids normal. Mais bien sûr, mais on voit ça aussi. Oh, mon médecin m'a demandé de prendre 5 kilos. Je me dis, mais mon Dieu, évidemment, tu vas les perdre après. Donc ça, ouais. Vraiment, dans le meilleur des cas, tu vas les perdre après. Oui, et puis même, parce que le sein contralatéral aussi, de l'autre côté, va se modifier. Et nous, on a besoin d'avoir un modèle qui est stable quand on fait une reconstruction. Donc, quelle que soit la technique de reconstruction, d'ailleurs que ce soit lipofilling ou autre, on demande à la patiente d'être à son poids stable. Ça sert à rien non plus qu'elle perde 10 kilos en sachant qu'elle ne pourra pas les tenir pendant plus de 2 mois. Voilà. Est-ce qu'on peut donner en fait les petits détails spécifiques, donc masquer les vagues, des cicatrices, la tumorectomie, parce qu'on parle beaucoup de reconstruction, mais il y a de la reconstruction dans le cadre d'une tumorectomie. Où est-ce que vous mettez toute cette graisse ? On va séparer indication par indication parce que sinon on va partir dans toutes les directions. Je propose qu'on commence par reconstruction par prothèse, intérêt du lipofilling. Vas-y. Donc dans la reconstruction par prothèse, le lipofilling, il va avoir 2 indications, à mon sens. Peut-être en rajouterai une 3e. La première, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va pouvoir préparer la paroi thoracique à accepter une prothèse et donc éviter un lambeau. Donc ça, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on met de la graisse et en même temps, avec des petits coups d'aiguille qui vont disparaître après, on va décrocher les tissus. Au niveau des prothèses, il faut comprendre que le lipofilling, à mon sens, ne va pas rajouter beaucoup de volume. Le lipofilling va être là pour faire un modelage de la prothèse, pour cacher les contours de la prothèse et cacher les vagues. Et donc, c'est là qu'on injecte de la graisse entre la capsule qui s'est formée autour de la prothèse et la peau. Et c'est donc parfois on est au-dessus, hein, c'est ça. Alors pas forcément au-dessus, ça peut être tout autour de la prothèse. Autour, okay. Et parfois c'est des zones qui sont très très fines où il y a des espaces millimétriques où on doit passer entre la capsule et la peau, injecter de la graisse, peut-être pas injecter beaucoup la première fois, mais on pourra injecter beaucoup plus la seconde fois. Moi je suis d'accord, je distinguerai 3 indications. Première indication, c'est le lipofilling pré-reconstruction par prothèse. Vous voulez une reconstruction par prothèse, votre peau ne permet pas, dans l'état actuel, de faire une reconstruction par prothèse, mais on va la préparer par lipofilling. Le deuxième lipofilling, c'est le lipofilling de contour, c'est-à-dire qu'on va resculpter par-dessus la reconstruction par prothèse, et on peut le faire en même temps que la reconstruction ou secondairement pour ajuster, parce que la prothèse, elle n'a pas forcément exactement la forme qu'on veut. On peut vouloir faire des raccords, on peut vouloir masquer la prothèse dans le décolleté, éviter les plis ou masquer les plis secondairement. Et la troisième indication, c'est ne serait-ce que d'augmenter l'épaisseur de graisse, c'est-à-dire l'épaisseur de tissu qui sépare la prothèse et la peau, augmente le naturel d'une reconstruction. Donc, c'est 3 indications qu'on peut faire parfois sur une même patiente, mais quelquefois une patiente a besoin d'une des indications, quelquefois des 2, quelquefois des 3. Alors, je viens de penser à quelque chose, Isabelle. Ça marche aussi dans le traitement de la coque. C'est-à-dire pour les patientes qui ont une coque, c'est-à-dire un sein qui est très dur, déformé. On en a parlé. Le lipofilling va pouvoir, de façon, comme disait Isabelle, esthétique, améliorer l'esthétique du sein en redessinant les contours. Mais on a vu aussi que quand on fait traiter une coque avec du lipofilling, effectivement, le lipofilling ne va pas traiter la coque, ça ne va pas rendre le sein plus souple. Par contre, quand on va changer la prothèse, traiter la coque, le taux de récidive est moins important parce que les tissus sont de meilleure qualité. Donc le lipofilling aussi, c'est révolutionnaire dans le traitement de la coque. Pour qu'aujourd'hui, on n'avait pas de solution à part changer la prothèse et croiser les doigts. Que ça recommence pour pas que ça recommence pas. Ou alors enlever la prothèse et mettre un lambeau. Aujourd'hui, on met de la graisse, on laisse reposer, on change la prothèse, on traite la coque et le taux de récidive de coque est beaucoup moins important parce que les tissus sont de meilleure qualité grâce à l'injection de graisse. Je parle pas souvent de moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a pas proposé. Moi, il y a 3 chirurgiens qui m'ont dit non, vous, prothèse, pas possible. Il faut une reconstruction autologue. Mais en fait, aujourd'hui, j'aurais peut-être entendu quelque chose de différent, quoi. Dire, il y avait moyen de préparer la peau. Enfin, c'est très important de le dire parce que si quelqu'un ne veut pas une autologue, il veut vraiment une prothèse, c'est une option, quoi.
la première chose qu'on fait en consultation, Benjamin à moi, c'est d'évaluer quel est notre stock de graisse, de combien on va disposer. Et alors, est-ce que vous pouvez parler tous les deux de quelle est la candidate idéale? C'est pas parce qu'on est mince qu'on peut pas avoir de lipofilling, quoi. Non, c'est vrai, il faut quand même avoir, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être sûr de pouvoir prélever la graisse sans abîmer le corps. Okay. Et il faut comprendre qu'aussi qu'il n'y a pas de technique universelle. Les chirurgiens, quand ils voient une patiente, ils font ce qui fonctionne correctement dans leurs mains. Il vaut mieux que le chirurgien ne fasse pas d'hypofilling, de préparation de parois, parce que c'est pas facile. On peut avoir des complications, on peut faire des pneumothorax, c'est-à-dire que quand la peau est extrêmement fine et qu'on injecte entre les côtes et la peau, si on n'a pas l'habitude, on peut rentrer dans le thorax. Donc c'est pas rien. C'est pour ça, c'est une technique facile, mais il peut y avoir des complications. Donc si ce chirurgien pense ne pas pouvoir maîtriser la préparation de l'appareil thoracique qui repose un lambeau, c'est parce qu'il sait que c'est ce qui va fonctionner chez lui. Donc il ne faut pas après le venir voir en disant mais faites-moi ça parce qu'un autre chirurgien m'a dit ça. Il faut plutôt faire confiance et dire peut-être prendre plusieurs avis, ça c'est sûr, et voir ce qui vous convient plus, mais pas imposer à un chirurgien la technique parce que ça se passera mal. Donc là maintenant on a parlé du cadre du lipofilling sur prothèse, maintenant lipofilling sur lambeau. Qui veut parler? Il y a 2 manières d'utiliser le lipofilling lorsqu'on fait un lambeau. Il peut être fait en même temps que le lambeau, c'est fait assez fréquemment sur les lambeaux de grands dorsaux, c'est-à-dire que on prend un lambeau et on sait que ce lambeau, il n'a pas le volume suffisant par rapport au résultat qu'on veut obtenir. Mais on peut très bien gonfler ce lambeau pendant qu'on le positionne, en prélevant de la graisse et en truffant le muscle grand dorsal de graisse. Et donc, si on a un lambeau, par exemple, qui fait environ 250 cc, et qu'on a besoin d'un lambeau qui fasse 300 ou 350, on va le gonfler jusqu'à 300, 350. Et puis ensuite, on peut l'utiliser une fois que le lambeau est fait secondairement, une fois qu'on voit le résultat. Et là, c'est exactement la même chose que pour les prothèses. On va pouvoir sculpter. C'est-à-dire que s'il y a une zone où le raccord avec l'aisselle ou le raccord avec le décolleté n'est pas absolument impeccable, le lipofilling va nous permettre de sculpter. Mais Benjamin et moi, on est des aficionados du lipofilling. C'est-à-dire qu'on a connu la reconstruction sans lipofilling, enfin surtout moi, Benjamin un peu moins. Aussi. Et un jour, on nous a donné une arme, on a vu à quel point dans des bains expérimentés, cette arme avait transformé tous nos résultats, puisqu'on peut préparer la peau à des techniques qu'on ne pouvait pas faire avant, puisqu'on peut, pendant l'intervention, augmenter la qualité de nos résultats en utilisant les lipofillings, et surtout, puisqu'on peut corriger une reconstruction imparfaite avec des lipofillings, et on va voir dans un autre podcast que l'amélioration d'une reconstruction, c'est quelque chose de très important. Donc on peut prendre des femmes qui ont eu une reconstruction il y a 20 ans et qui sont pas contentes de leurs résultats, et de leur dire « Mais madame, vous avez de la graisse, avec un lipofilling, on va métamorphoser votre reconstruction en ambulatoire. Vous allez arriver le matin et le soir, votre reconstruction va être transformée. » Donc, pour nous, le lipofilling est une arme magnifique. Un travail d'artiste, en fait, quelque part. Mais... les plasticiens, c'est des sculpteurs. oui, c'est vraiment... Ça, en fait, ça va même encore plus loin. C'est-à-dire que même pour les patientes qui ne veulent pas de reconstruction, qui ont juste une mastectomie avec lesquelles elles ne sont pas du tout confort. Une cicatrice qui est collée, la peau qui est très fine, des douleurs qui irradient, une peau qui est irradiée, abîmée, sans faire de reconstruction, juste en épaississant les tissus, en apportant de la graisse, des facteurs de croissance des cellules souches, en décollant ces tissus, le confort va être bien meilleur, la mobilité du bras va être bien meilleure, les douleurs peuvent disparaître. Enfin, c'est incroyable. Donc dans le cadre d'une reconstruction à plat, on mettrait un peu de lipofilling aussi pour assouplir. Exactement. C'est que ces patients qui ont la peau très très fine, les côtes sont apparentes, et vraiment, même quand elles s'habillent, le fait parfois que dans le décolleté, on voit les côtes, parce que parfois le muscle pectoral était retiré lors de mastectomie pour les cancers assez agressifs, le fait d'injecter la graisse,
ça change tout, même pour le décolleté social, entre guillemets. Oui. Même, Vraiment et ce n'est pas le intéressant. sujet ici, Mais c'est super intéressant que vous le mentionniez parce qu'on fait un petit pont avec la reconstruction à plat. C'est intéressant du lipofilling quand Sûr. on fait une reconstruction à plat. Parce qu'il y en a qui disent qu'elles sont complètement serrées, que tout Oui. est tendu Oui. et tout colle, quoi. ça assouplit, Oui. ça améliore la peau, ça améliore la trophicité, ça diminue les douleurs, c'est très important. Et là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais dans les lymphœdèmes, avec des curages axillaires importants et avec des douleurs éventuellement séquelaires, la combinaison de lipofilling, liposuction permet d'améliorer les gros bras et même là, les lipofillings ont été d'un apport très important. Aujourd'hui, on est encore même au début de la technique. Il y a plein de choses qu'on fait sans forcément comprendre les mécanismes exacts sur la douleur, sur plein de choses, mais ça fonctionne. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et aujourd'hui, chaque chirurgien qui fait de la reconstruction mammaire peut pas se dire chirurgien reconstructeur s'il n'a pas une maîtrise parfaite du lipofilling. Ça sert à rien de se lancer dans la reconstruction aujourd'hui, ou alors c'est pas honnête par rapport aux patientes si on ne maîtrise pas le lipofilling. Parce que c'est, en termes de qualité, ce qui va permettre d'obtenir le meilleur résultat. Alors, on n'a pas encore trouvé le moyen de mettre de la graisse de quelqu'un d'autre, là, parce que c'est vrai que quand on apprend qu'on a un cancer du sein, on a énormément de femmes qui proposent de la graisse. Ah ben, on a des listes de donneurs. Oui, ça c'est... D'enfer. Chaque patient arrive en disant « J'ai 2 copines, elles ne demandent pas mieux. » Les vraies jumelles, Les professeur Hamdi, là, il a fait ça avec des vraies jumelles. Et mais... on a souvent le mari aussi en consultation qui se propose, qui est très sympa. Non, par contre, effectivement, la greffe, en fait, ça pourrait se faire techniquement, mais il faudrait faire comme une greffe de rein, mettre la patiente sous immunosuppresseur. C'est pas possible. Il y a plus d'espoir dans la culture de Exactement. graisse. C'est-à-dire qu'à l'avenir, on espère qu'on va pouvoir prélever une petite seringue de graisse, qu'on va la donner à des personnes qui vont multiplier cette graisse et qu'à partir de cette graisse, on pourra en obtenir des volumes plus importants. Mais ça, pour l'instant, c'est recherche et développement. On n'y est pas encore. Alors, encore un tout petit mot sur, je vais pas dire la patiente idéale, mais c'est pas que réservé aux rondes, quoi. Pas du tout. En fait, dans le lipofilling, la patiente idéale, c'est la patiente qui a suffisamment pour faire une injection de graisse. Après, tout dépend de la localisation. Ça peut être au niveau des poignées d'amour, ça peut être au niveau de la culotte de cheval, la face interne des genoux. Tu peux dire d'ailleurs tous les endroits. Ouais. On peut prélever donc abdomen, culotte de cheval, poignée d'amour, dans le dos, face interne de genoux, les mollets, la face interne de bras. Donc, il n'y a pas de silhouette idéale. C'est quand on examine la patiente, qu'on en parlait tout à l'heure, qu'on fait le plan de 1, 2, 3 injections nécessaires. Effectivement, on part pas sur 8, 10, 15 injections, c'est pas réaliste. Mais c'est quand on examine la patiente qu'on voit si elle va pouvoir bénéficier, on va en parler, d'une reconstruction par injection de graisse seule, ou si l'hypofilling va être là pour préparer un autre type de reconstruction ou améliorer une reconstruction faite par une autre technique. Oui. Maintenant, on va arriver à la reconstruction que par l'hypofilling, hein, un rêve de beaucoup de patientes pour des petits seins, j'imagine. Hein. Alors, je me permets de dire que, de nouveau, via les réseaux et le groupe de soutien, il y en a qui en rêvaient, mais finalement, les résultats n'étaient pas satisfaisants, donc elles sont passées à une petite prothèse derrière. Dans quel cas ? Quelle taille de bonnet ? Comment ça se passe ? Combien d'interventions ? C'est vrai que pour les patientes, avoir une reconstruction par l'hypofilling seul, c'est le rêve. Il n'y a pas de cicatrices en plus sur le corps, que des anesthésies courtes. C'est vraiment idéal. Mais il faut comprendre qu'un sein qu'on doit reconstruire, c'est pas uniquement un contenu. Il faut aussi avoir suffisamment de peau. Parce qu'aujourd'hui, mettre du lipofilling, vouloir tirer sur une peau qui est pas suffisante, on aura beau mettre toute l'injection de graisse qu'on veut, ça ne marchera pas. Mais si tu le fais au fur et à mesure, la peau va quand même un petit peu, oui. Bien sûr, mais on sait en tant que chirurgien chez qui ça va fonctionner et chez qui ça va pas fonctionner. Par contre, ce qu'on ne sait pas avant l'intervention, et ça c'est très important, c'est le taux de résorption de graisse chez la patiente. C'est pour ça quand on se lance chez une patiente dans une reconstruction par lipofilling seule, je sais pas si toi tu le fais Isabelle, moi je le fais systématiquement, on prévient les patientes qu'au bout de 2-3 séances, on pourra peut-être changer notre fusil d'épaule et compléter avec une prothèse. On ne s'engage jamais de façon systématique chez une patiente en disant c'est sûr à 100% que ça va réussir. Par contre, les lipofillings qui ont été faits seront très intéressants pour améliorer la qualité de la peau et surtout, la taille de la prothèse qu'on mettra après 2-3 lipofillings sera moins importante que si on l'avait mis directement et cachée par la graisse, donc avec un résultat esthétique qui est bien meilleur. Donc le lipofilling exclusif, c'est très satisfaisant. Pour les patients, ce serait la technique idéale, mais ça ne s'adapte pas à tout le monde. Mais et tu surtout, peux aller jusqu'à des bonnets, quoi, des A ou tu des peux aller à petits B. A, B, C. Ah, C, carrément. C, je pense. Wow. Alors, il faut quand même avoir un bon stock de graisse, quoi. La prise du lipofilling, elle est exponentielle. C'est-à-dire que, globalement, on double l'épaisseur de départ.
Donc, si on part d'une peau qui est à, mettons, 5 mm des côtes, on va faire un lipofilling, on va passer à 1 cm. Personne ne va voir la différence. Mais quand on va passer de 1 cm, le deuxième lipofilling, on va passer à 2 cm. Et de 2 cm, on va passer à 4 cm. Parce que comme il faut truffer une épaisseur préexistante de graisse, pour truffer 5 mm d'épaisseur, je vais pouvoir mettre 2 couches. Mais quand je vais être à 1 cm, je vais pouvoir mettre 4 couches. Et quand je suis à 2 cm, je vais pouvoir mettre beaucoup plus de couches. Donc, le démarrage du lipofilling, la première injection, elle est toujours décevante, sauf si on a prévenu la patiente avant de comment ça fonctionnait. Donc, pour nous, le but, c'est 1, sélectionner les indications, 2, prévenir la patiente qu'elle comprenne exactement et qu'elle ne soit pas déçue parce que c'était prévisible et on lui a dit. Et 3, de ne pas être dogmatique. Comme a dit Benjamin, quand on a une épaisseur, quand on a réussi à obtenir une épaisseur de 2-3 cm et que on se dit, bon, il y en a marre des lipofillings, on a envie d'arriver au résultat. Mais si on met une prothèse derrière 3 cm de graisse, on va avoir un résultat magnifique. On ne va pas la sentir, la prothèse. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de lipofilling pour rien. Même si ça peut être déceptif pour la patiente, la première ou deuxième élection, on gagne et on prépare pour la suite. Donc ça vaut toujours le coup. On oublie souvent, dans toute cette série sur la reconstruction mammaire, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des tumorectomies. Est-ce que tu pourras en parler du lipofilling dans le cadre des tumorectomies ? Alors quand on parle de tumorectomie, on parle pour les patientes chez qui on a juste retiré la tumeur et qu'on a laissé le sein en place. Ces patientes-là, elles sont souvent oubliées et souvent la déformation de leur sein est considérée comme une fatalité. Les chirurgiens qu'elles voient, qui ne sont pas forcément familiers avec cette technique, disent c'est la vie, c'est la déformation du sein. La déformation du sein, elle est due à 2 choses. L'ablation, et donc on a enlevé un peu de glande, donc il y a un vide, et la radiothérapie qui est systématique chez ces patientes chez qui on garde le sein, et ben cette radiothérapie va rétracter les tissus. Il y en a des patientes qui ont des déformations moyennes, sévères. Pour le gynécologue est censé faire une petite encouplastie, non ? Normalement, oui, mais malheureusement, c'est pas encore assez diffusé. Et parfois, même en faisant tous les efforts du monde, on a des petites déformations et ça arrive. Seulement, il faut dire aux patientes, et c'est très important, que c'est pas une fatalité. Et même, il faut informer les chirurgiens qui ne font pas ces techniques qu'il y a des solutions possibles parce que souvent, ils sont pas au courant. C'est pour ça qu'avec Isabelle, on fait souvent le tour des congrès pour communiquer sur ça parce que pour les patientes, se regarder dans la glace, c'est qu'une déformation au niveau du sein. Alors oui, on leur a regardé le sein, mais si le sein est déformé, c'est presque comme si elle avait une mastectomie. Elle ne l'accepte pas et c'est normal. Et donc, ces patientes-là, il faut s'en occuper. Et grâce à la graisse qui est associée comme on dit tout à l'heure, petit coup d'aiguille pour décrocher les tissus, en 1, 2, 3 séances, on a des déformations de sein qui étaient parfois très légères, parfois juste il y a un petit méplat qui gêne beaucoup la patiente parce que ça lui rappelle qu'elle a un cancer du sein, ou parfois c'est une aréole qui regarde vers le bas, qui est rétractée en externe. Le fait de libérer les tissus, la rétraction de la radiothérapie et de remplacer cette glande qui a été retirée par de la graisse, on a des résultats qui sont exceptionnels et ça vaut vraiment le coup de se lancer là-dedans. Oui, parfois, il y a des grandes tumorectomies quand même, déjà, oui. Et Benjamin parle là de quand même 70% des cancers du sein, puisque 70% des cancers du sein peuvent bénéficier d'un traitement conservateur et en gros, 30% des patientes ont besoin d'une mastectomie. Ces 70%, certes, on a sauvé leur sein, mais quelquefois au prix de déformations souvent minimes, mais quelquefois pas minimes, et avec pas énormément de graisse, on arrive à lisser, améliorer le sein de façon spectaculaire, voire à corriger une petite asymétrie de volume avec le sein contralatéral. Donc, dans les traitements conservateurs, on n'avait rien avant pour les améliorer. Avec les lipofillings, on a la solution au problème. Elle est simple, elle se déroule en ambulatoire. Les patientes rentrent le matin, sortent le soir et peuvent travailler le lendemain ou le surlendemain. Aussi, je trouve que c'est en fait, incroyable. Ces patientes-là, il faut savoir que quand on parle de reconstruction mammaire, on pense toujours aux patientes qui ont eu une mastectomie, une ablation du sein. Mais toutes ces patientes-là, comme disait Isabelle, 70% sont concernées par la reconstruction mammaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter uniquement de sauver les vies des patientes. Il faut aussi qu'on sauve et qu'on préserve leur qualité de vie. Ça devient partie intégrante. Et traiter un cancer du sein et donner à la patiente une qualité de vie qui est misérable, on a perdu. Donc, même si malheureusement la déformation n'a pas pu être évitée, aujourd'hui, on peut la réparer grâce à l'injection de graisse. Et c'est hyper important. Les cancérologues sauvent des vies, les plasticiens sauvent les apparences. Et c'est pas si futile.
Non, tu dis apparence, mais c'est bien plus que ça. C'est plutôt la qualité du. Oui, l'image corporelle, l'estime de soi. Enfin, tout ça, c'est l'apparence. Moi, je trouve que c'est le pas rôle. Du tout futile. J'ai pas dit que c'est pas futile, c'est mon métier, c'est notre métier. Je dis, notre métier, c'est de réparer. Ouais. Certes, ils ont sauvé la vie de la patiente, mais nous, notre métier derrière, c'est de réparer. On améliore en fait le regard de la patiente sur elle-même. Oui, et même tellement important. Et même dans l'intimité, moi j'ai des patientes avant qui se déshabillent plus devant leur compagnon à cause de cette déformation. Alors oui, elles ont gardé leur sein, elles ont gardé leur sensibilité, mais elles sont tellement complexées par cette déformation qu'ils leur rappellent qu'elles ont un cancer du sein que ça leur change la vie. J'ai une patiente qui avait appelé ça la morsure de la mort. Oh là là. Et nous, ça nous fait tellement plaisir. C'est tellement facile à corriger. Ouais. Avoir une technique, alors qu'on était démunis il y a 20 ans, disposer d'une technique qui, maintenant, nous permet d'améliorer toutes les petites séquelles de traitement conservateur, c'est génial. Eh bien, je pense que ce podcast va vraiment faire du bien. On n'a pas parlé du post-opératoire, des gaines, des bleus, des complications éventuelles. Qui veut commencer ? Alors, le lipofilling, c'est la combinaison de 2 interventions. C'est une liposuction suivie d'un lipofilling. La liposuction, c'est comme toutes les liposuctions. Ça a lieu le plus souvent sous anesthésie générale, en général en ambulatoire, et après, au bloc opératoire, dès qu'on a fini l'intervention, on met un pansement compressif, c'est-à-dire en général une gaine, qui fait une contre-pression à l'endroit où on a prélevé de la graisse, qui diminue le saignement et diminue l'œdème. Cette gaine, moi je demande à ce que la patiente la porte entre 1 semaine et 3 semaines selon le volume de la liposuction. Qu'est-ce que tu fais, Benjamin ? Tu vois, il y en a qui disent 4 à 6. Je suis à 3 semaines aussi, à peu près en moyenne. Mais l'idée, c'est aussi pour diminuer l'effet un peu cartonné. En fait, ce qu'on veut, comme on disait tout à l'heure, ce qu'on souhaite, c'est limiter les séquelles sur les zones de prélèvement. Donc, limiter les séquelles, c'est la technique chirurgicale. Après l'intervention, au niveau, par exemple, des jambes, il peut y avoir de l'œdème. Donc, la gaine va permettre de limiter l'œdème, de limiter les bleus. Parce que oui, on peut avoir des bleus après un lipofilling. C'est pas grave, c'est pas une complication, c'est une suite qui est attendue. Oui, donc, parce qu'on voit des filles qui mettent leurs photos comme si c'était la fin du monde, mais en fait, voilà, on a des bleus. On peut avoir des bleus, c'est attendu, on le sait. Oui, il n'y a pas de risque d'hémorragie intense au niveau des zones de prélèvement. Il y a des bleus, des patients qui marquent plus que d'autres. On le sait. Voilà. Et on sait le gérer. Donc cette gaine va permettre aussi à la peau de mieux se rétracter de façon uniforme et d'éviter justement les plis ou les déformations au niveau des sites de prélèvement. Donc cette gaine est hyper importante. Parfois même, quand on prélève beaucoup au niveau des jambes, on va mettre les patients sous traitement anticoagulant préventif pendant une petite semaine pour limiter le risque de phlébite. Mais au niveau des zones de prélèvement, les bleus, l'œdème, les ecchymoses, on le sait, c'est attendu. Et c'est pas grave, ça disparaît en quelques jours. Ok, parfait. Quant au site de réception, il n'y a rien de particulier à faire. On sait que la peau, elle va prendre une couleur un peu aubergine au départ. Il ne faut pas mettre la gaine au niveau du sein après Non, ça ne sert à rien. Pendant 15 jours, moi, j'essaie d'éviter la compression. Voilà, on laisse faire, quoi. Quelquefois, quand on a fait des décollements à l'aiguille un peu étendus, nous, on met un espèce de tape, c'est-à-dire de sparadrap, en papier, de manière à réaccoler la peau de manière uniforme. Ce qui est important aussi, moi, ce que je fais dans les préparations de parois thoraciques avec l'injection de graisse, je demande à la patiente de ne pas mettre leur prothèse externe pendant une quinzaine de jours, pour pas qu'il y ait de compression, pour que la graisse prenne le mieux possible. Oui, ok. Est-ce qu'il y a des complications ? Moi, j'avais une espèce de petite boule toute dure. Du coup, ça peut inquiéter, hein ? C'est quoi en fait exactement ? Comme toute technique chirurgicale, il y a un taux de complication. Ça n'existe pas une chirurgie où il n'y a pas de complications possibles. Et le taux de complication va être réduit en fonction de l'expérience du chirurgien. Les complications du lipofilling, la première, ce que je dirais, mais qui n'est pas vraiment une complication aujourd'hui, c'est la déception de la patiente, parfois. Mais comme on a dit, il n'y a pas de lipofilling pour rien et ça prépare pour la suite. Il peut y avoir ce qu'on appelle des kystes, des kystes huileux, qui sont des petits kystes qui sont remplis de liquide, qui peuvent se ponctionner en consultation et se vider, ou des kystes de cytostatonécrose, en fait c'est de la graisse qui n'a pas pris, qui s'organise sous forme de boules très dures. Alors ça stresse pas mal les patientes parce que ça fait penser c'est une boule à dans le sein. Quoi, oui. Donc ça fait penser à un cancer du sein, donc c'est assez stressant. Mais en fait, il y a 2 façons de les traiter. Soit chirurgicalement, on va réouvrir la cicatrice et retirer cette boule qui va être analysée. Une petite boule où c'est ponctionné, oui. Ça, en fait, il y a 2 types de boules. Il y a les kystes huileux
Oui. Les kystes huileux, ça, c'est une ponction en consultation. Okay. Et les kystes de cytostatonérose, c'est des kystes qui sont durs, un peu comme de la pierre. Et ça, c'est soit on les retire chirurgicalement en ouvrant la cicatrice et en les retirant, ou alors on peut aussi, avec une canule d'hypoaspiration, les fragmenter pour les rendre plus fluides et les faire disparaître. Bah, c'est bien parce que ça rassure les patientes, en fait. Donc, s'il y a une boule, c'est pas nécessairement... Une boule qui apparaît après un lipofilling, voilà, et le plus souvent, un petit kyste ou une petite fibrose post-lipofilling, mais l'échographie, en général, fait le diagnostic. Immédiatement, les radiologues ont l'habitude des images de lipofilling maintenant. Et au moindre doute, on fait une biopsie, mais dans la plupart des cas, la radio suffit. C'est très rare. C'est hyper rare. Globalement, c'est très rare. Petite question piège, Benjamin. Comment est-ce que tu veux clôturer ce podcast ? Par un message assez simple, il faut rassurer les patientes sur cette technique qui est révolutionnaire, quand elle est maîtrisée, qui donne des résultats qui sont très satisfaisants, qui peuvent vraiment les sortir d'une impasse qu'on avait encore il y a quelques années. Et surtout, c'est une technique qui est sans risque aujourd'hui en termes de risque de récidive du cancer. Néanmoins, après traitement conservateur ou après des cancers un peu agressifs, les recommandations nous demandent de différer les lipofillings dans certains cas de 2 ans. C'est pour ça que les dossiers des patientes qui ont besoin d'un lipofilling passent souvent au staff pour que les plasticiens se mettent d'accord avec les cancérologues en disant « oui, vous pouvez y aller », non, sur cette patiente, on vous demande d'attendre 1 an ou 2. Alors, lipofilling, 10 ans plus tard, pas de problème. Donc, c'est ça aussi que je retiens. Hein. Donc, on peut améliorer encore des années après, quoi. Aujourd'hui, aucune étude clinique n'a montré une augmentation du risque de récidive. Par contre, mais on peut en refaire 10 ans plus tard pour faire des corrections. On peut en refaire sans problème. Et aujourd'hui, les techniques s'améliorent à chaque fois. On a de nouveaux produits, de nouveaux dispositifs qui permettent encore d'améliorer le résultat et d'avoir le meilleur rendement possible. Okay. C'est la révolution en chirurgie plastique pour la reconstruction mammaire. Les lipofillings ont transformer nos résultats. Je confirme. Merci beaucoup. Merci Delphine. Merci Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.